Bienvenue à notre deuxième vidéo de l'école en ligne de pagaie. Aujourd'hui, Jim et Doreen vont expliquer en détail le course centenaire du voyageur en canot de l'année 1967 et sa importance. Allons-y, Jim et Doreen. Merci, Reed. C'est au Canada qu'a eu lieu la plus longue course du canot de la planète. Elle a débuté ici même, dans le lieu historique national près de Rocky Mountain House, et portait le nom du reconstitution historique des canots des voyageurs du centenaire de 1967. Rocky Mountain House. It was called the 1967 Centennial Canoe Pageant. We're standing in front of the pavilion that houses the Alberta team's canoe. And on this pavilion, not only do we have the original canoe that went across Canada, one of the 10, but we have a map showing the provinces that the voyageurs went through, from Alberta all the way to Montreal. And then here they have a plaque that tells about the times that the paddlers took going across Canada. Manitoba, who won the race, came in 531 hours. And then the last one was Nova Scotia that came in 566 hours. That's not much difference when you consider they paddled 3,283 miles. Compte tenu du grand nombre d'activités qui ont eu lieu à l'occasion du 150e anniversaire du Canada, vous n'auriez aucun mal à imaginer l'engouement suscité au Canada par la perspective de célébrer le centenaire du pays. Les travaux de planification ont débuté des années auparavant. Mais la grande question demeurait. Quelle serait la meilleure façon de célébrer tout en illustrant nos 100 ans d'histoire? Le gouvernement a lancé toutes sortes d'idées. Par exemple, des caravanes et des trains qui seraient équipés expressément pour raconter notre histoire et qui traverseraient le Canada pour la population de chaque province puisse les voir. Mais on cherchait encore des idées. Qui a lancé la meilleure idée de tout? Des pagailleurs, bien sûr! À cette époque, la localité de Flin Flon au Manitoba était la plaque tournante des courses en canot. Et elle avait comme député fédéral Jean Rhéaume. En 1962, lors d'un passage à Flin Flon, l'élu est entré en conversation avec deux canoteurs, Jim Rhéaume et John Nicol, et ensemble, ils sont arrivés à l'idée, vous l'auriez deviné, d'une course de canot. Mais il fallait trouver un moyen d'en faire un événement vraiment spécial. C'est là qu'ils ont songé à organiser une course d'un bout à l'autre du pays, le long de l'ancienne route de la traite des fourrures de Rocky Mountain House jusqu'à Montréal, où les rameurs arriveront à temps pour l'Expo 67. Les trois acolytes ont invité à Flin Flon la commissaire du centenaire, John Fisher, pour lui présenter leur idée. John Nicol était un homme persuasif, si bien qu'avant la fin de son séjour, Fisher avait déjà donné son autorisation à un projet d'1 million de dollars dont John Nicol serait responsable. Il fallait convaincre chaque province et territoire de commanditer une équipe pour que la course soit un événement vraiment canadien. Au bout du compte, 8 provinces et 2 territoires y ont participé. Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard ont choisi de se concentrer sur d'autres projets du centenaire. Le prochain défi consistait à trouver une embarcation adaptée à la tâche. Quel type de canot résisterait à une course effrénée de plusieurs milliers de kilomètres sur des rivières rocheuses, étroites et tumultueuses, à travers des chutes et des rapides, sur des lacs immenses et dans des zones marécageuses? Comme le projet prenait la forme d'une reconstitution des périples de la traite des fourrures, les organisateurs ont opté pour le style de canot du Nord qui était utilisé à l'époque des voyageurs. Ils en ont étudié les caractéristiques techniques et ont apporté des modifications jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits des résultats. La célèbre Canadian Chestnut Canoe Company a alors été chargée de fabriquer 11 canots en bois et en toile. Made until they figured they had a canoe that would work for the centennial race. Took 3 tries. The famous Canadian and fabulous Chestnut Canoe Company was then asked to build 11 wood and canvas canoes. Il a fallu 3 courses pilotes pour mettre à l'essai non seulement les nouveaux canots, mais aussi les provisions, l'équipement et les rameurs en prévisionné de la course de 1967. Après tout, il s'agissait maintenant d'un projet financé par le gouvernement fédéral et il fallait éviter de faire piètre figure devant toute la population canadienne. La première course d'essai a eu lieu de North Bay à Kingston en Ontario.
La deuxième, de Fort St. James en Colombie-Britannique jusqu'à l'océan Pacifique. Et la troisième, de Montréal à New York, sur la rivière Hudson, pour inviter les Américains à l'Expo 67. Ces essais ont permis aux organisateurs de constater qu'ils avaient besoin de canaux plus robustes pour la course. Les nouveaux canaux ont été fabriqués en fibre de verre, un matériau révolutionnaire à l'époque. Il faisait 8 mètres de longueur et 8,5 mètres de largeur, avait une calaison de 0,5 mètres et pesait 140 kg. Les embarcations ont toutes été nommées en l'honneur de l'explorateur canadien comme David Thompson et Simon Fraser. Il n'a pas été facile d'amener les provinces et les territoires à commanditer une équipe, parce que chaque administration avait ses propres exigences. Par exemple, le gouvernement du Manitoba voulait que les canaux défilent sur la parterre du palais législatif le 1er juillet. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, de son côté, refusait de commanditer une équipe parce que la course n'avait pas lieu dans cette province, et l'Ontario insistait pour que les équipes soient à Kenora le 10 juillet. Mais il fallait respecter coûte que coûte la condition imposée par le gouvernement fédéral, qui exigeait la participation d'au moins 10 équipes avant de donner l'autorisation définitive du projet. Heureusement, tout a fini par s'arranger. Les organisateurs ont fini par sélectionner 100 voyageurs pour la reconstitution historique du centenaire de 1967. Ces rameurs étaient issus de tous les horizons et de tous les coins du pays, mais ils avaient plusieurs choses en commun. Leur amour du canotage, leur désir de participer à la plus longue course en canot de l'histoire et leur exaltation à l'idée de reconstituer un important chapitre de l'histoire du Canada. 100 hommes, 10 par équipe. Comment nourrir tout ce monde? Et à ce propos, voici une anecdote amusante qui m'a été racontée. Les organisateurs avaient acheté de la nourriture séchée pour 3 000 $. La première soirée de la première course d'essai, les voyageurs ont préparé leur repas avec enthousiasme et se sont assis pour le manger. Pouah, c'était horrible! On aurait dit de la paille! Dégoûtés à l'idée d'avoir à manger ces rations infectes pendant 104 jours, les hommes ont refusé de reprendre les rames jusqu'à ce qu'ils remédient à la situation. Une mutinerie. M. Charbonneau, commissionnaire de l'Expo 67, était présent et M. Nickel et lui-même ont donné aux voyageurs la permission d'acheter leurs propres provisions. Mais alors, que faire des innombrables boîtes de nourriture séchée? Eh bien, pendant la nuit, une idée leur est venue. Ils ont chargé la nourriture dans un camion, se sont rendus à un quai, sont chargé les boîtes dans un bateau et se sont éloignés de la rive jusqu'à ce qu'ils atteignent le milieu du lac. Ils ont resté assis au clair du lune à ouvrir des sachets de nourriture et en vider le contenu dans le lac Simcoe. Parions que les poissons étaient tout aussi mécontents de la nourriture que les voyageurs. Il fallait voir de nombreux autres détails logistiques, dont la sécurité, la synchronisation, les communications, les escales et les sprints dans les localités caljonnant le parcours, pour permettre aux équipes de déplacer les tentes, les provisions et les fournitures d'un endroit à l'autre. Les organisateurs ont fourni à chacun un camion de l'armée. Comme vous pouvez le voir, la planification de l'événement et l'établissement de l'horaire représentaient une tâche énorme. Au sein de chaque équipe de 10 hommes, 6 passaient la journée à ramer, pendant que 3 autres démontaient les tentes, se rendaient à la prochaine escale, installaient le campement et faisaient la lessive, entre autres tâches. Le dernier membre de l'équipe était le voyageur en chef, ou chef d'équipe. Pour que 6 hommes puissent manœuvrer un canot de 8 mètres tout au long d'une course de 104 jours, il fallait de la technique, de la compétence, de la force physique, de l'endurance et de la force mentale, du courage, de la formation, de l'entraînement, de tout simple, du cran. Les hommes ramaient de 6 à 8 heures par jour, mais certaines journées pouvaient durer de 12 à 14 heures. Pendant tout ce temps, le canot se cessait jamais d'avancer. Comment arrivait-il à pagayer efficacement pendant aussi longtemps? Comment s'organisait-il pour manger, pour boire ou pour aller aux toilettes? Jim a déjà fait une course à bord de ces canots de voyageurs avec certains des rameurs de 1967 et en 2005, il a participé à une course de 3 semaines à travers le Saskatchewan. Il sait comment ces choses se passent et va maintenant vous l'expliquer. Big waters, big rapids, big challenge. So, how do you paddle these big boats? Well,
If you look at these big seats, you have one man on each seat. So you can't paddle on one side for any longer than 10 paddle strokes. So otherwise you get yourself totally tired and worn out, and you have to change sides and change to the other side. And then you're fresh again, a whole new set of muscles. And you have to be kind of an acrobat and a bit of a gymnast and in incredibly good shape to be able to zip from one side of the canoe to the other and miss only one paddle stroke. The guy in the middle, as you can see here, had to be more of a gymnast than the rest. The people in the back and the front would keep on paddling, never miss a stroke. And if you're in the back of the canoe, as I was, then you not only have to steer the canoe, you have to paddle with everybody else. The person in the front has to set the pace, and everybody has to be totally, incredibly synchronized with him, or the canoe starts to fall down in the water and doesn't keep its speed going. The whole thing about paddling for this length of time is endurance. We practiced for 8 hours. We would paddle for 8 hours at 60 strokes a minute until we could do it beautifully, until we could do it efficiently, until we could do it with ease in terms of we could get out and do it again the next day. Some of the legs on our races again were 12 and 14 hours long, and it was in big waters, big lakes, sometimes huge waves. It was incredibly endurance based. 6 men could keep this canoe going very, very quickly, and it's such a feeling of elation when you get that whole thing working harmoniously and beautifully. It's such a feeling of strength. It's such a feeling of teamwork. We were proud to be able to do that. En 1967, la Société Levi a remis 3 jeans à chaque participant. Au dire des rameurs, ces pantalons résistaient mieux que tout l'autre à l'usure. Malgré tout, les concurrents pouvaient abîmer un pantalon de l'espèce de quelques jours. Figurez-vous en train de glisser d'un bord à l'autre d'un canot de 1,5 mètres de largeur à tous les 10 secondes, tout en donnant un coup de rame à chaque seconde. Pouvez-vous imaginer la friction créée? Pouvez-vous imaginer l'usure des vêtements? Pouvez-vous imaginer les douleurs du dos de ces 100 rameurs à la fin d'une longue journée? Je pourrais vous parler pendant encore bien longtemps de cette intéressante course en canot historique. Mais ce qu'il importe de retenir, c'est que cet événement a redonné vie à l'histoire de la traite des fourrures et à celle du canot, et qu'elle a rallié l'Est et l'Ouest du pays derrière un projet national à l'occasion du centenaire. Comme l'a si bien dit John Nichol, je crois que le périple a surtout eu le mérite de mettre en avant-plan le centenaire dans un grand nombre de petites collectivités qui, autrement, n'auraient pas pu souligner en grand cet anniversaire marquant. J'ai eu le privilège d'écrire un livre pour raconter l'histoire de ces rameurs, de la course et de la reconstitution historique du centenaire. Dans la prochaine vidéo, nous vous rencontrerons certaines aventures et anecdotes cocasses entourant cette course de canot de 5283 km, la plus longue du monde. Soyez là! Don't miss it.